tous et bienvenue à ce midi inspirant. Donc, je m'appelle Julie Pigeon, je suis directrice de l'association EdTech. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, EdTech, c'est une association qui regroupe des OBNL et des entreprises qui travaillent en numérique pour l'éducation au Québec. D'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous invite à vous rendre sur notre site web au edtech.ca, puis allez vous rendre à la section membres et découvrir plein d'entreprises innovantes en technologie éducative. Je prends un instant pour vous parler de notre gazette EdTech aussi. Donc, à raison d'une fois par mois, on envoie un espèce de petit journal qui relate les nouvelles de l'écosystème de technologie éducative au Québec. Donc, si ça vous intéresse, bien, je vous invite à le faire. D'ailleurs, on partage également toutes les midis inspirants comme ce midi via notre gazette. Donc, ça vaut la peine. Enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux. Justement, derrière moi, on aperçoit le petit compteur Facebook. Donc, si ça vous dit durant cette présentation, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'association EdTech, aimer notre page et voir votre like s'afficher en direct. Enfin, vous pouvez revoir aussi tous les médias inspirants en rattrapage sur la chaîne YouTube de EdTech. Donc, j'y vais sans plus tarder avec le thème d'aujourd'hui. Donc, en cette veille de la Journée du droit des femmes, on avait envie d'aborder la question des filles et des femmes dans la sphère numérique. Donc, pour ce faire, on a le privilège aujourd'hui, ce midi, de recevoir deux femmes très engagées. Donc, on accueille d'abord Martine Rioux, qui est rédactrice en chef et chargée de projets spéciaux au magazine L'École branchée. Bonjour, Martine. Bonjour. Et on accueille également Stéphanie Geoffroy, qui est de Technovation Montréal, donc qui est entrepreneur, leader en technologie et en entrepreneuriat pour les filles. Donc, bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci beaucoup Julie. Juste avant de céder la parole à nos deux invités d'aujourd'hui, je vous invite à vous présenter dans le chat, donc de nous dire ce que vous faites, d'où vous êtes, puis bien sûr d'être actif et active, donc partagez vos commentaires, vos questions. L'équipe EdTech et moi, on va faire le relais avec nos deux invités. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Martine. Oui, mais je vais juste démarrer le partage de mon écran. Après, on va être parti. Pour vrai. Donc, merci à EdTech de l'invitation, l'association EdTech de l'invitation. Puis merci à tout le monde qui est là, qui prend le temps ce midi d'être avec nous pour cette discussion. Donc, on va y aller vraiment en mode échange et discussion. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans le clavardage. Puis on pourra prendre les questions au fur et à mesure où ça va progresser cet échange. Bon, il y a une majorité de femmes, sans surprise, dans l'assistance, mais je souligne quand même les hommes qui sont là, parce que si les femmes ont avancé dans l'industrie du numérique ou dans toute autre industrie, souvent c'est grâce à des hommes qui ont cru en elles. Donc, c'est important que vous soyez là, les hommes aussi. Donc, sans plus tarder, un petit mot sur l'École branchée, en fait, pour ceux qui ne nous connaisseraient pas. Donc, l'École branchée, on est un média spécialisé en éducation et technologie qui existe depuis 25 ans déjà. On voit là, que la place du numérique, on parlait de technologie à l'époque, mais la place du numérique à l'école, ça fait longtemps que c'est là et ça continue de progresser, puis de changer, de se transformer là, de jour en jour. Donc, toujours aussi pertinent 25 ans plus tard. Et on est partenaire du ministère de l'Éducation du Québec là, dans le plan de mise en œuvre justement du plan numérique en éducation. Donc, tout ce qu'on fait à l'École branchée est vraiment à destination des enseignants du primaire et du secondaire pour les aider, les accompagner dans leur formation, dans leur développement professionnel à l'ère du numérique. Bonjour à tous. Donc, merci à EdTech pour cette invitation-là. Donc, mon nom est Stéphanie Geoffroy, je suis la cofondatrice de Technovation Montréal. On est un organisme à but non lucratif, donc qui existe depuis 2014 et qui a pour mission de développer les compétences en technologie et en entrepreneuriat chez les jeunes filles de 8 à 18 ans. Donc, dans le fond, ce qu'on offre, on offre des programmes parascolaires qui visent vraiment à encourager les filles à développer leur esprit entrepreneurial, leur leadership, mais aussi leur capacité
capacité à générer un impact positif par le biais de la technologie. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut vraiment outiller les jeunes filles et les jeunes femmes avec non seulement le mentorat, donc en faisant le maillage avec des professionnels du milieu de l'industrie de la technologie pour qu'elles se sentent beaucoup plus à l'aise à utiliser ces outils-là. Donc, on aime beaucoup dire que ce qu'on veut, c'est qu'elles passent de consommatrices des outils, que ce soit des tablettes, que ce soit de téléphones cellulaires ou d'ordinateurs portables, à vraiment des créatrices de contenu, qu'elles se voient vraiment comme qu'elles peuvent utiliser la technologie comme un levier pour pouvoir résoudre des problématiques qu'elles constatent dans leur communauté. Et évidemment, bien, on a aussi une grande préoccupation à assurer une meilleure représentativité des filles et des jeunes femmes issues de la diversité dans l'industrie également. Et donc, on a nos activités un peu partout à travers le Québec grâce à une plateforme qu'on a développée, une plateforme d'apprentissage en ligne qu'on a développée depuis maintenant l'année dernière. Et nos activités rejoignent une clientèle qui est basée au Québec surtout, mais aussi en Colombie-Britannique, en Martinique, en Guadeloupe et depuis cette année au Sénégal. Merci Stéphanie pour la présentation. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit retour en arrière pour ceux et celles qui se disent « Ah, il n'y a pas de femmes en technologie », mais si on fait un retour dans le temps, on se rend compte que la première femme, la première programmeuse qui a été identifiée dans le monde, c'était une femme qui s'appelait Ada Lovelace. Et c'est aussi une femme qui a inventé le langage de programmation COBOL, qu'on reconnaît comme étant le premier langage de programmation informatique qui est apparu. Et il y a encore des systèmes au gouvernement qui fonctionnent sous ce langage de programmation-là. Mais c'était une femme aussi là, qui avait mis ça en place dans les années 50. Donc, on se rend compte qu'il y avait vraiment des femmes qui étaient à l'avant-garde et à l'avant-plan de ce secteur-là, de tout ce qui était l'informatique à l'époque. Et parce que c'était beaucoup associé à tous les aspects de communication et de bureautique. Donc, on sait que dans le secrétariat aussi, ou adjointe administrative qu'on appelle aujourd'hui, c'est beaucoup des femmes. Alors, au départ, l'informatique était beaucoup vue là, de ce côté-là et pour les aider aussi à faire des calculs plus avancés, donc du côté de la comptabilité. Donc, c'est vraiment des femmes qui avaient développé les premiers programmes informatiques. Et aussi, on voit là, que c'est une femme, Anita Borg, qui était à la base de la création du courriel dans les années 80. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ça périclite et qu'il y ait de moins en moins de femmes dans l'univers des technologies ou du numérique qu'on appelle aujourd'hui? C'est vraiment dans les années 80, en fait, 90, qu'il y a eu un tournant où, avec toute l'arrivée des jeux vidéo, des micro-ordinateurs, le marketing et la publicité qui a été fait autour de ça a commencé vraiment plus à cibler les hommes et les jeunes hommes en particulier avec les jeux vidéo. Et c'est là aussi où les filles et les femmes se sont senties de moins en moins concernées par les applications qui étaient développées à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on se retrouve en déficit de femmes dans le numérique et je laisse Stéphanie là, poursuivre avec quelques statistiques. Oui, ben en effet, comme tu le dis, Martine, ce qui est un petit peu, je ne sais pas si on peut dire désolant, ou du moins la réalité est que malgré le fait que, évidemment, la population mondiale est constituée à près de 50% de population féminine, mais on voit justement qu'au niveau de la représentativité des femmes dans le milieu, dans l'industrie des TIC, est encore très, très faible. Donc, on parle, grosso modo, d'année en année, on parle entre 20 et 22%. Et ces chiffres-là, donc, sont les mêmes depuis plusieurs années. Et même, lorsqu'on regarde certains articles, certains vont dire même qu'il y a eu une régression dans ce domaine-là. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau des collèges et des universités pour attirer beaucoup plus de femmes dans les programmes. Par contre, la présence des femmes dans les programmes en baccalauréat en informatique ou en ingénierie est quand même, demeure quand même sensiblement la même. Ça tourne aux alentours de 21-22%, 19% comme on le
bonne en informatique. Et je pense que c'était en 2020, il y avait un article qui avait été publié par la Polytechnique et ils avaient présenté, puis c'était quand même un record historique. Elles avaient franchi pour la première fois un taux de diplomation de 30,2 % de femmes dans le baccalauréat en ingénierie. C'est quand même la première fois de son histoire qu'elle atteignait ce chiffre-là. Mais lorsqu'on regarde au niveau des moyennes québécoises et canadiennes de la diplomation féminine, ça oscille autour de 21 %. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup d'efforts qu'il y a à faire à ce niveau-là. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de postes vacants au niveau de la profession, mais que c'est toujours un défi d'attirer des femmes et des jeunes filles vers ces métiers-là. Et qu'est-ce qu'on peut voir en termes de... Ah, excuse-moi, j'ai passé par-dessus, je vais te laisser la parole, Martine. Oui, OK, je ne savais plus l'ordre des Oui, c'est ça. Mais en fait, ben, juste pour vous mentionner qu'on a quand même, il y a eu un portrait, en fait, une étude là, qui a été réalisée au Québec pour la première fois à l'initiative du Printemps numérique. C'est un livre blanc là, qui a été produit, qui est sorti la semaine dernière. Donc, c'est des données toutes fraîches et un portrait tout frais là, qui est sorti. Et pour la première fois, je crois, on a vraiment une image là, de ce qui se passe au niveau des technologies du numérique au Québec. Et c'est le Printemps numérique qui a lancé le livre blanc. Donc, dans celui-ci, là, on a recueilli beaucoup de témoignages de femmes et de jeunes femmes qui sont dans l'univers du numérique pour essayer de comprendre pourquoi elles avaient fait un pas dans cet univers-là et quelle était leur réalité. Et en fait, ça a permis de mettre des mots et de vraiment constater là, la fracture genrée qui a été le titre là, du livre blanc et qui est vraiment ce qu'on observe. Donc oui, on avait des statistiques, des perceptions et tout ça, mais avec le livre blanc, on vient vraiment témoigner. Là, plusieurs femmes ont témoigné là, du fait que bon, elles ne se sentaient pas nécessairement toujours à leur place. Il fallait qu'elles trouvent leur chemin et leur modèle là, à travers dans l'univers du numérique. Mais oui, c'est possible d'y arriver. Mais la plupart ont fait remarquer qu'elles n'avaient pas été informées à leur jeune âge, en fait, de toutes les possibilités qu'il y avait là, autour du numérique et qu'elle aurait aimé peut-être en savoir plus plus tôt. Donc, ben, on vous invite, le livre blanc est disponible en ligne là, gratuitement à tout le monde. Il est en deux parties. Il y a quand même beaucoup de témoignages très inspirants là, qui méritent d'être partagés dans vos milieux, justement pour inspirer là, des jeunes filles, pour montrer un éventail de possibilités là, de carrière dans le numérique. On va vous partager le lien, je pense, dans le clavardage, si ce n'est pas déjà fait, pour aller le télécharger. Puis on parle beaucoup de l'importance de sensibiliser puis d'encourager les jeunes filles et les femmes en technologie, mais peut-être qu'on aborde un peu moins les raisons pour lesquelles c'est important de le faire et c'est quoi les conséquences justement de ne pas avoir plus de femmes en tech. Donc justement, il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans l'étude que Martine vient de présenter dans le livre blanc. Donc c'est quoi les conséquences de ne pas avoir plus de femmes en tech? Bien évidemment, je pense que vous avez certainement souvent entendu parler des biais qu'on retrouve notamment avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a plusieurs cas qui ont été étudiés, qui ont été démontrés que lorsqu'il n'y a pas de technologies qui sont développées par les femmes, pour les femmes, bien, que ça peut créer des inégalités. On le voit aussi même au niveau de la diversité, donc que ça peut avoir des freins au niveau d'avoir accès à des postes parce qu'il n'y a pas de reconnaissance faciale, ou ça peut être même au niveau de la sécurité, au niveau des enjeux, que ça soit au niveau de la surveillance policière, des choses comme ça. Donc, le fait de ne pas avoir des femmes qui pensent ou qui réfléchissent à des solutions qui touchent précisément les femmes, donc on peut voir que ça peut créer des inégalités. Il y a évidemment un manque de représentativité et de diversité dans les instances décisionnelles. Et ce qui fait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on parlait justement qu'il y avait cette perte de pouvoir de concevoir l'avenir. C'est-à-dire que le fait que s'il n'y a pas assez de femmes qui sont autour de la table lorsqu'il y a des grandes décisions qui sont mises de l'avant pour créer des technologies, pour créer des solutions, bien, ça fait en sorte que ces femmes-là ne se retrouvent pas dans ces postes-là, dans ces grandes décisions-là. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette perte de pouvoir co-créer, de pouvoir contribuer au développement économique, au développement de la société.
On voit aussi tout à l'heure, Martine le soulignait, le fait qu'on parle de stéréotypes aussi. Donc, les femmes ne se reconnaissent pas nécessairement dans les images qui sont projetées au niveau de l'industrie. Donc, il y a un manque d'attractivité dans ce secteur d'emploi-là, ce qui fait aussi qu'il peut aussi avoir des freins au niveau de la progression de carrière. Donc, s'il y a peu de femmes qui accèdent à des postes de gestion ou des postes décisionnels, bien, ça fait en sorte aussi qu'il y a moins d'opportunités pour ces femmes-là de progresser et d'avancer au niveau de leur carrière. Et ce qui fait que plus de la moitié des femmes qui œuvrent en ce moment dans le domaine de la technologie bien, vont quitter leur poste au bout d'un certain temps par faute d'opportunités qui leur sont présentées. Et donc, avec tout ça, c'est quoi les solutions? Comment on peut y remédier? Une des choses qu'on a observées, c'est qu'on parle beaucoup de science, mais qu'on parle très peu de techno. Et on s'aperçoit auprès des jeunes filles que l'approche ou l'attractivité pour les technologies versus les sciences n'est pas nécessairement la même. Donc, d'adapter le vocabulaire pour justement montrer toute la diversité de ce que l'industrie peut représenter en termes de carrière, en termes d'études. Donc, c'est peut-être des choses auxquelles on devrait porter une plus grande attention. De faire le lien aussi entre la technologie et l'aspect créatif. Souvent, ce qui est ressorti dans les études, c'est que les jeunes filles peut-être se sentent moins interpellées parce que lorsqu'on parle de la technologie, lorsqu'on parle des sciences, bien, peut-être que elles ne se voient pas nécessairement dans ces métiers-là. Alors que lorsqu'on dit bien, que oui, il y a un aspect très créatif, bien, à ce moment-là, peut-être que ça leur fait voir qu'il y a plein d'autres opportunités qui sont offertes dans les médias de la technologie auxquelles elles n'auraient pas nécessairement pensé. On ne mentionnera jamais assez l'importance des stéréotypes, donc de choisir des images qui sont appropriées. On le voit dans le domaine de l'industrie du jeu vidéo, mais aussi ailleurs, que ce soit en génie. Donc, l'importance de montrer des modèles féminins. Donc, l'importance aussi de mettre les jeunes femmes dans des contextes d'emploi différents, fait en sorte que, elles peuvent se projeter et se voir comme potentiellement dans ces carrières-là. Montrer comment les métiers de la technologie peuvent aussi être utilisés dans des projets créatifs et artistiques. Donc, ça aussi, ça peut être une façon de changer la perception que les jeunes filles peuvent avoir par rapport à ces métiers-là. Donc, éviter des images des techniciens et des ingénieurs qui sont exclusivement des images qui sont exclusivement masculines. Montrer des images qui sont assez variées. On le voit aussi l'importance de mettre de l'avant des femmes qui réussissent dans les métiers de la technologie. Je pense qu'on va le voir beaucoup au cours des prochains jours, voir des entrevues, on met de l'avant c'est des femmes qui réussissent dans les domaines de la technologie, mais c'est encore très peu. L'aspect du mentorat est aussi un élément très, très, très important. On le voit dans le cadre du programme Technovation. Ce qu'on fait, c'est que les jeunes filles sont jumelées à des professionnels, qui sont majoritairement des femmes. Il y a également des hommes aussi, mais le fait de pouvoir voir des femmes qui réussissent dans ce milieu-là et aussi quand on voit aussi une diversité, une plus grande représentativité des femmes qui sont issues de la diversité culturelle, là encore, on voit qu'il y a un plus grand intérêt pour les jeunes filles de peut-être aller vers ces métiers-là. On entend souvent le commentaire que les jeunes filles ne sont pas intéressées par ces métiers. Ce qu'on a pu constater, nous, c'est que c'est plutôt le fait qu'elles ne sont pas nécessairement exposées. Donc, d'où l'importance de les exposer dès le jeune âge à ces différents métiers-là pour qu'elles puissent élargir leurs horizons et voir qu'il y a une place pour elles dans ces milieux-là. Et une des choses peut-être qu'on n'entend pas assez souvent, mais c'est d'inclure les parents, impliquer les parents dans la promotion des métiers de la technologie auprès de leurs enfants. On l'a fait récemment, on a lancé un tout nouveau programme sur le jeu vidéo qui s'appelle Gameable et on a décidé d'inviter les parents à assister aux ateliers. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté le portrait de l'industrie pour dire que c'est une des industries qui, au terme sur le plan économique, rapporte des milliards de dollars et donc de montrer qu'il y a un potentiel au niveau des carrières, au niveau des salaires aussi qui sont très compétitifs. Et ça change la perception des parents aussi sur la vision qu'ils peuvent avoir de ces métiers-là. Donc, exposer les parents, leur présenter, organiser des séances d'information pour sensibiliser les parents à l'importance des métiers de la technologie peut aussi aider à encourager les jeunes filles à faire des choix vers ces métiers-là, donc leur fournir des ressources et les encourager à soutenir leurs enfants dans les choix de carrière dans la technologie. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais c'est quelques pistes de solutions qu'on a pu identifier.
Puis aussi, il ne faut pas oublier, quand on parle de l'industrie des technologies, les statistiques qu'on sort sont souvent là, le nombre de programmeurs analystes, de techniciens en informatique, de techniciens en réseau, d'ingénieurs logiciels, de tous les agents de développeurs web précisément. Mais il ne faut pas oublier maintenant que le numérique est partout dans notre société, donc touche à tous les domaines. On le voit en éducation, le numérique est très présent, puis il y a plusieurs enseignantes. On sait qu'il y a une majorité de femmes enseignantes au Québec, mais qui vont faire des projets numériques dans leur classe. En santé, il y a de plus en plus de technologies aussi. Donc, les soins infirmiers aussi sont marqués par la technologie. Donc, je pense que c'est quand même important de noter qu'il y a quand même une panoplie d'autres métiers qui sont touchés et influencés par le numérique. Donc, c'est encore plus important que tout le monde, que les jeunes femmes s'y intéressent à ces outils-là du numérique parce que presque tous les métiers aujourd'hui sont touchés par le numérique. Puis bon, il y a le secteur des communications particulièrement. Puis il y a de plus en plus de femmes gestionnaires dans les organisations qui vont orienter les stratégies numériques de celles-ci. Par exemple, je lisais en fin de semaine, justement avec la Journée internationale de la femme de demain, pour la première fois chez Desjardins, c'est une femme qui est en charge de la stratégie numérique de Desjardins. Donc, on s'entend là, que Desjardins, c'est vraiment très gros comme organisation, mais cette femme-là, elle n'a pas étudié en informatique, mais son parcours l'a conduite vers cette industrie-là du numérique. Donc, il y a plein de chemins qui mènent au numérique, puis je pense que c'est un peu ça le message qu'il faut passer, c'est qu'il y a une panoplie de possibilités et il faut savoir les saisir, mais il faut que les jeunes filles puissent les découvrir. Puis ici, bien, sur cette diapo-là, j'ai listé là, quelques parcours inspirants, je dirais, ou des gens que je connais, où on peut s'attendre, est-ce que ça pourrait s'adresser à des femmes ou c'est différent, comme technicien en informatique au Musée de la civilisation. Fait que c'est quand même d'être technicien en informatique, mais dans un milieu culturel, agent de développement culturel numérique. Je connais des entrepreneurs, par exemple, une des membres de l'association EdTech chez Nexam, Marie-Sophie, ben, elle est comptable agréée à la base, mais maintenant, elle est entrepreneur dans l'univers du numérique. Donc, il y a, je dirais, tous les chemins peuvent mener au numérique aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut démontrer et faire valoir de plus en plus auprès des jeunes filles, à quel point c'est important d'avoir une base sur comment tout ça s'articule, cet univers-là du numérique. Puis ça m'amène à parler. Là, je vois le temps qui file. Est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'on a 2 invités spéciales qui vont devoir quitter, mais je pense qu'on continue, on est correct. On pourrait peut-être prendre quelques minutes pour leur laisser après Ouais, ça. c'est ça que je vas-y. pensais peut-être, là. Je vais te laisser, Stéphanie, les présenter. Ben merci, Martine. Je pense qu'on a tellement de choses à dire. Je pense qu'on avait préparé beaucoup de contenu, mais on voulait donner la parole aussi à des jeunes filles. On trouvait ça important de parler de leur expérience et de leur vécu. Ouais. Donc, on a avec nous Célia Chi et Alison Quash, qui sont 2 anciennes participantes de Technovation Montréal, qui ont fait le programme, si je ne me trompe pas, en 2019 ou 2020. Et je voulais qu'elles puissent partager un petit peu leur expérience, leur vécu, non seulement donc à partir du moment qu'elles ont fait le programme, puis on pourra revenir plus tard sur Technovation, mais donc c'est ça qu'elles nous parlent de leur expérience et comment elles ont vécu ça, donc d'évoluer dans un milieu qui est à prédominance masculine. Donc, je vous cède la parole, Alison et puis Célia. Oh, bonjour, merci de nous avoir invités. Est-ce qu'on fait des questions? Parler peut-être parler juste de ça a été quoi pour vous, qu'est-ce qui vous avez incité à participer à Technovation, puis ça a été quoi que vous avez, ça a été quoi l'expérience que vous avez vécue, puis aussi, je sais que par la suite, vous avez fait un stage, donc juste de parler un petit peu de votre parcours là, de ces 3 dernières années. OK. Alison, on a découvert Technovation à travers notre école, en fait. Et Alison, elle a trouvé le concept de faire une application avec Technovation vraiment cool. Donc là, elle m'a comme un peu... elle est venue me voir et était comme « Ah, Célia, est-ce que t'es dans de le faire? » Fait que là, tu sais, comme bonne amie, j'ai accepté de le faire. Je regrette vraiment pas la décision. Puis, on a rencontré nos mentors, Ambre et Brian.
Moi, je pense que Technovation, genre, ça m'a vraiment marqué le fait qu'ils mettent comme, genre, voir qu'il y a du monde qui met beaucoup d'efforts pour promouvoir la diversité, pardon, oui, c'est ça. La diversité dans l'industrie de la technologie. Je pense que ça m'a vraiment comme inspirée. Puis après ça, euh, j'ai fait un stage avec Brian. Et puis, Alison, est-ce que tu veux en parler un peu ou... Ah, ben ouais, exactement. Ben, en participant à Technovation, on a vraiment appris beaucoup de choses. On n'avait aucune connaissance sur la programmation ni l'industrie du jeu vidéo. Et on a créé l'application Spectrum, qui est un jeu vidéo qui sensibilise sur les actions, nos actions, les impacts de nos actions sur l'environnement. Et les plus gros défis, c'était bien sûr partir de zéro pour pouvoir créer un prototype complet qu'on a pitché devant un jury. Donc, c'est ça ce qui nous a vraiment le plus marqué. Ben, pour moi, c'était vraiment la passion des mentors pour leur travail, leur rôle dans l'industrie et de vouloir aider les jeunes à trouver un intérêt en technologie. Fait que, ouais, après ça, on a eu la chance de faire un stage avec un de nos mentors dans l'industrie du jeu vidéo. Et ouais, c'est là que tu veux en rajouter plus sur le stage? Ouais, en fait, moi, je voulais un peu parler de comment passer, parce que nous, moi et Alison, on est allés dans une école juste pour filles. Donc, tu sais, on était genre, il y avait juste des filles qui étaient intéressées par la science. Et puis après, on a commencé dans Technovation aussi, que c'était juste des filles qui étaient aussi inspirées, ben, qui étaient intéressées par la science. Mais après, quand on est allé dans l'industrie, ben, comme vraiment dans l'industrie, dans la vraie vie, I guess, il y avait littéralement, il y avait vraiment très peu de femmes. Et puis, je pense, moi et Alison, on a remarqué qu'on était comme les seules femmes de couleur dans dans la compagnie, I guess. Puis ça nous a vraiment comme, oh my God, ouais, genre, ouais. Il faut un peu plus de diversité. Ça vous a un peu déstabilisé de ce que Ouais, je c'est ça. comprends? On était toujours entourés par des femmes, puis tout à coup, genre, on va dans le milieu du travail, puis il y a comme personne. OK, ouais. Puis comment vous avez réussi à faire votre place dans l'entreprise? Comment ça s'est passé, l'accueil des gens? Ben, ça, Ils étaient vraiment tous... Vas-y, Alison, vas-y. ben, c'est ça, c'est tous des professionnels très ouverts, qui ils nous ont accueillis comme si on était des vraies programmeuses dans l'industrie, même si on n'est pas encore allé à l'école en informatique. Donc, tu sais, on a appris de zéro, on a pu avoir un peu d'expérience et de découvrir l'industrie. Je pense que aussi, ils étaient tous vraiment ouverts d'esprit, puis je pense que tout le monde là-bas, il voulait aussi la diversification. Genre, même si c'est une majorité des hommes, dans cette compagnie-là, ils voulaient aussi avoir plus de diversité, ils voulaient plus de femmes aussi. Puis ils étaient très, genre, conscients que, genre, leur compagnie était majoritairement d'hommes. Donc, ils essaient aussi de, quand ils vont employer d'autres personnes, ben, ils vont aussi essayer d'aller chercher comme plus de femmes et de personnes de couleur. Puis je trouvais ça vraiment cool de leur part. Est-ce que il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat? Votre Mhm. stage, est-ce qu'il s'est bien déroulé chez Affordance Studio? Ouais, Exact. moi, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que, en plus, j'ai commencé à vraiment jouer aux jeux vidéo. Donc, maintenant, je pense que je veux vraiment aller dans l'industrie du jeu. Je trouve ça vraiment cool. Et puis, ouais, moi, je pense, c'est ça. Ça m'a vraiment comme, genre, genre, Ça t'a ouvert des possibilités, dans le fond. c'est ça, c'est ça. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, vous vous impliquez auprès de Technovation aussi, dans un nouveau programme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, mais c'est ça, nos mentors, Ambre et Ryan, ils ont créé le programme Gameable, qui fait un peu la même chose que Technovation, mais à la place d'application, on va faire des jeux vidéo. Fait que ça, c'est important d'avoir des programmes comme ça pour pouvoir montrer aux jeunes filles que c'est une industrie qu'elles peuvent rentrer dedans, puis trouver un intérêt. Puis moi et Célia, on est en train de leur aider, de planifier un peu les activités, d'accompagner les jeunes.
Donc, vous devenez vous-même des mentors à ce moment-là pour de filles. Des modèles, Ouais. on dit un modèle vaut 1000 mots. Stéphanie, est-ce que tu peux, on a une autre question dans le chat, est-ce que tu sais s'il y a d'autres initiatives du même type que Technovation Montréal, mais qui pourraient se retrouver en région ou à Québec? On me pose la question. Oui, puis d'ailleurs, je pense qu'on avait prévu toute On va y une répondre un peu diapositive plus là-dessus. loin. On va y Vous répondre revenez plus tard, Oui, parfait. Non, tout à c'est fait. pas- Mais en tout cas, je voulais juste prendre le temps de remercier Alison et Célia. Merci d'avoir pris un petit peu de temps entre une pause de l'école pour venir partager votre expérience. Et puis, on est très heureuse de vous avoir. Et puis, je pense que vous êtes aussi des modèles inspirants pour d'autres jeunes filles. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci les filles. Bye bye. Donc, je te repasse la parole, Oui, Martine. Partir le partage d'écran. Ça s'en vient. Mais, tu sais, je pense que c'est des témoignages comme ça. Ça vaut pour beaucoup là, quand on entend ça, justement, des jeunes femmes qui n'étaient pas au courant de tout le potentiel, puis qui se découvrent des passions, puis ça, on ne sait jamais là, jusqu'où ça va pouvoir les pousser. Là, donc, c'est vraiment inspirant. Donc, étant à l'école branchée, je suis beaucoup en contact avec des enseignants, enseignantes, conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques, direction d'école et acteurs de l'éducation. Donc, on ne martèlera jamais assez là, que c'est important à l'école de développer des compétences numériques. On parle beaucoup d'apprendre la programmation, on va parler de robotique, mais il ne faut pas oublier qu'à travers tout l'univers du numérique, il y a aussi des compétences de la créativité, la confiance en soi, la résolution de problèmes, l'entrepreneuriat, c'est tout lié ensemble. Et un projet permet de développer beaucoup de compétences. Donc, on voit ici, ça c'est un témoignage là, que j'ai tiré du livre blanc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est une participante là, à l'étude qui disait que la programmation, c'est maintenant un autre langage qu'il faut apprendre. Donc, oui, on apprend le français, l'anglais et autres langues à l'école, mais la programmation, c'est aussi un autre langage qu'on doit apprendre à maîtriser ou connaître au moins les rudiments pour pouvoir évoluer dans la société aujourd'hui. Donc, à l'école, qu'est-ce qui est offert au personnel scolaire? Il y a le cadre de référence de la compétence numérique, qui est vraiment un outil extraordinaire qui mérite d'être plus connu. Donc, on voit toutes les dimensions de la compétence numérique qui peuvent être développées à l'école et qui ont été mis en place là, par le ministère de l'Éducation en 2019. Donc, à partir on voit le tout la complexité de la compétence numérique, mais aussi tout le potentiel que ça peut avoir, ne serait-ce qu'en développant quelques projets en lien avec le numérique dans les écoles. Donc, je ne vais pas faire le tour au complet ce midi, mais vous pouvez aller le consulter. C'est vraiment une référence. Même les milieux plus d'emploi se basent aussi là-dessus, sur ce cadre-là maintenant. Donc, on voit que c'est quand même un outil sociétal, disons-le. Donc, justement, pour vous inspirer un peu et vous donner quelques idées, je voulais vous parler plus concrètement de projets qui peuvent avoir lieu dans les écoles, puis autant au primaire qu'au secondaire. Je dirais que ce que j'observe à travers mon expérience, c'est qu'il y a quand même beaucoup de projets au primaire. C'est encore à géométrie variable selon les régions et les écoles, mais le passage vers le secondaire est peut-être un peu plus difficile. Donc, beaucoup de jeunes vont être initiés au numérique, à la programmation, au primaire, puis parfois, il va y avoir une coupure avec le secondaire. Donc, si il y a des jeunes secondaires dans la salle, n'hésitez pas à faire des projets numériques. Je sais que c'est peut-être plus compliqué de faire de l'interdisciplinarité et tout ça, puis que l'horaire est un peu plus rigide, disons, mais je pense que ça vaut la peine qu'il n'y ait pas de coupure parce qu'il peut y avoir des jeunes filles qui développent une passion pour le numérique en 5e, 6e année, mais si elles ne sont plus exposées à ces projets-là rendus au secondaire, ben c'est là qu'on peut les échapper, comme on dit, puis risquent de ne pas revenir dans cet univers-là. Donc, je vous parle en rafale de quelques projets pour vous donner des idées, pour vous inspirer. Puis c'est tous des projets pour lesquels j'ai fait des articles sur le site de l'École branchée. Donc, vous pouvez aller en masse sur le site, consulter les articles.
nos serveurs sont capables d'en prendre. Je sais qu'Audrey est dans la salle, donc elle va surveiller ça. Donc, je présente là, quelques idées. Au primaire, il y avait eu il y a le logiciel Minecraft qui est quand même accessible. Il y a beaucoup de jeunes qui vont déjà sur Minecraft en dehors de l'école normale. Donc, ça peut être intéressant d'initier des projets avec Minecraft à l'école. Puis comme professionnel, de vous appuyer sur les élèves qui connaissent déjà le logiciel, qui vont devenir des experts pour la classe et ils vont s'entraider entre eux. Puis on s'entend que ça touche autant les filles que les garçons, mais ça peut être des bonnes façons d'amener les filles à avoir des projets très, très concrets. Donc, on voit au primaire, sur l'image de droite, on avait fait une reproduction d'une seigneurie. Donc, comment présenter le système seigneurial et le rendre encore plus concret par Minecraft. Puis, sur l'image de gauche, c'est au secondaire. Il peut aussi être utilisé au primaire, mais au secondaire, c'est une reproduction d'une centrale hydroélectrique. Donc, on explique vraiment le fonctionnement de l'hydroélectricité à partir de Minecraft. Donc, vous voyez, c'est vraiment des liens très, très concrets avec le programme. Donc, ça n'amène pas quelque chose de plus à développer. Au niveau de la programmation, plus particulièrement, donc plusieurs projets là, dont j'ai pu traiter dernièrement aussi dans les dernières années. Donc, je donne des exemples en rafale. Vous avez un système d'arrosage pour plantes intelligent, donc une classe de primaire qui a mis en place, qui cultive ses fines herbes dans la classe et a programmé vraiment un système d'arrosage pour que l'arrosage se fasse en continu et même les week-ends quand il n'y a personne dans la classe, le soir et tout ça. On a aussi une classe, même pas une classe, je pense que c'est plusieurs classes qui a mis c'est vraiment un projet entrepreneurial. Donc, ils ont fait avec l'impression 3D des petits piquets pour identifier les fines herbes qu'on fait pousser au printemps, pour identifier les semis et tout ça. Donc, ils les ont vendus dans leur communauté et se sont retrouvés submergés de commandes. Donc, ça a été vraiment un projet entrepreneurial porteur. Les jeunes qui ont fait de A à Z tout la programmation, le design de leurs petits piquets, quelles sortes de fruits et légumes et fines herbes ils allaient identifier, les imprimer. Il y a eu tellement de demandes que finalement, c'est les enseignants qui ont fini l'impression, mais ça a vraiment engagé les jeunes dans leur publicité et même la livraison dans leur village. Donc, on voit là, un autre exemple. Après, on a aussi la modélisation 3D de monuments. Ça, c'est plus au secondaire que ça s'est fait. Et aussi de la réalité augmentée, un projet de réalité augmentée, donc avec des iPads et logiciels. Donc, c'est quand même des projets qui sont accessibles. Il peut y avoir du financement aussi disponible, là, des petits montants pour pouvoir réaliser ce genre de projet. Donc, j'essaie de vous donner le plus d'exemples et d'idées possibles. Présentement aussi, au Québec, il y a le projet Créocode qui est en cours jusqu'au 25 mars, donc il n'est pas trop tard pour participer. Donc, c'est mis en place par le Service national, le RICI, en fait, tout le réseau des conseillers pédagogiques. Donc, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Donc, c'est vraiment pour amener de plus en plus d'enseignants à s'initier eux-mêmes à la programmation, mais avec leurs élèves. Et il y a un défi qui est présenté à tous les enseignants qui veulent participer peuvent le faire. Donc, c'est vraiment pour contribuer à l'un des objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, vous pouvez aller sur le site de creocode.ca et avoir là, les informations pour participer à ce projet-là. Donc, il y a un concours, donc il va y avoir des gagnants et tout ça à la suite du programme. Ensuite, on a abordé la créativité. Il y a de plus en plus d'écoles qui ont des laboratoires créatifs, qui vont mettre en place là, des laboratoires. Donc, dans ces laboratoires-là, on peut trouver une panoplie d'équipements et de choses. Parfois, ça n'a pas besoin d'être les équipements informatiques les plus sophistiqués. Donc, je voulais vous donner quelques exemples ici. Vous avez il y a le programme Current Generation qui existe, dans lequel les jeunes vont, ça peut être en français ou en anglais, là, mais les jeunes vont concevoir des lampes pour éclairer dans des lieux où il n'y a pas d'électricité.
Donc, ça peut être une façon de contribuer socialement et de les envoyer dans des pays en voie de développement où il n'y a pas d'électricité. Donc, c'est parti d'élèves dans une école qui voulaient fournir de la lumière à des jeunes dans leur âge qui n'avaient pas d'éclairage le soir pour faire leurs devoirs. Donc, c'est un mouvement qui devient mondial. Donc, c'est un peu la technologie pour faire le bien à ce moment-là. Récemment, les gens du milieu scolaire connaissent probablement l'événement de Claire au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est vraiment un laboratoire créatif vivant, cette école. Mais j'ai tiré là, un projet qui était vécu là-bas. C'est vraiment, vous voyez la robe futuriste qui est là. Donc, il y avait un défilé de mode avec des vêtements intelligents et connectés et avec toutes sortes là, de programmations et autres objets. Donc, ça l'amène un autre côté de la créativité, mais avec aussi du numérique à travers ça. Donc, ça permet à des jeunes là, de découvrir encore plus de possibilités. À Claire aussi, j'ai vu des instruments de musique intelligents qui répondaient à des commandes vocales de certains élèves, une imprimante 3D qui imprimait du glaçage sur des biscuits. Donc, on voit là, que l'imagination n'a pas de limite. Il faut simplement là, se lancer et essayer. Puis, il y a aussi des possibilités de faire du pixel art ou de la broderie avec le numérique. Donc, on mélange à ce moment-là des traditions plus anciennes et le futur, et le numérique se mélange très bien à ça. Donc, il y a plein de ressources qui existent pour vous accompagner là-dedans. Les laboratoires créatifs en particulier, je crois que c'est vraiment une avenue porteuse pour initier de plus en plus de jeunes au potentiel numérique parce que ça amène une diversité de projets. Donc, il y a plusieurs formations, auto-formations, outils, guides là, qui ont été produits dans la dernière année, même là, ça bouge beaucoup, au niveau des laboratoires créatifs. Donc, il y a le cadre 21, il y a des petites fiches, des fiches guides pour mettre en place un laboratoire. Il y a aussi le Makerspace for Learning, Living and Sharing. C'est une initiative québécoise. Présentement, ce guide-là est qu'en anglais, mais il va être traduit en français et rendu disponible dans les prochaines semaines. Donc, ça présente vraiment plusieurs chapitres, des étapes pas à pas pour mettre en place un laboratoire créatif dans vos milieux. Et bien sûr, le campus Récit, où il y a toujours des auto-formations de disponibles, autant sur la programmation, la robotique, le numérique en général, donc toujours là pour appuyer les enseignants. Martine, petite question ici au niveau des initiatives qui peuvent toucher la citoyenneté numérique ou même éduquer nos jeunes là, à bien se comporter avec les technologies. Est-ce que, là, je te prends un peu comme ça à chaud, mais est-ce que tu aurais peut-être une suggestion? Il y avait une petite question qui allait dans ce sens-là là, dans le chat. Là. Bien, c'est certain qu'au niveau plus de la citoyenneté numérique, il y a le site sitenum.ca qui est une référence qui est faite par le Récit du développement de la personne. Eux, sur ce site-là, ils proposent des activités faites sur mesure qui contribuent vraiment là, à développer l'éthique, la pensée critique, reconnaître la désinformation, juger de son utilisation du numérique. On parle de sobriété numérique ou d'apprendre à déconnecter du numérique aussi, là, parce qu'on s'entend qu'on n'est pas toujours là-dessus. Donc, je pense que c'est vraiment un hub. Là, ils ont leurs propres activités qu'ils proposent, mais il y a aussi des liens là, vers d'autres initiatives. Donc, moi, je référerais les gens vers là. Merci beaucoup. Et que maintenant, je passe la parole à Stéphanie pour qu'elle continue à nous parler un peu plus de technovation. Oui, merci Martine. Donc, en fait, Martine vous a présenté quand même plusieurs initiatives qui se déroulent dans les écoles. On sait malheureusement qu'il y a quand même une fracture entre ce que certaines écoles peuvent offrir et d'autres non. Donc, au niveau des ressources, donc ce n'est pas toutes les écoles qui ont la possibilité d'offrir des programmes donc en technologie pour les jeunes filles, pour les étudiants qui sont intéressés. Donc, je vais vous parler tout à l'heure de plusieurs autres initiatives qui offrent des programmes parascolaires, mais ce qui est important de savoir, c'est que Technovation Montréal, on est un programme, on offre des programmes qui sont parascolaires, donc à l'extérieur des écoles. Et donc, c'est vraiment, on a une approche qui est l'apprentissage par projet. Donc, en fait, les jeunes vont travailler sur des projets pendant une durée de 4 à 5 mois où elles vont développer une solution techno à une problématique qui est donnée. Donc, dans le fond, ce sont vraiment les jeunes filles
qui arrivent avec les problématiques sur lesquelles elles veulent travailler et de concert avec les professionnels, donc les mentors. Donc, elles vont travailler sur leur projet et on offre des ateliers, des formations avec des experts qui soient en entrepreneuriat, soit dans les différents domaines de la technologie. Donc, ce qu'on fait, c'est que les participantes vont apprendre toutes les étapes qui mènent à la création d'une entreprise et au développement de prototypes. Donc, on a 3 différents projets, soit le projet de création d'applications mobiles, on offre des ateliers interactifs et webinaires sur l'intelligence artificielle et également programme sur le jeu vidéo. Et je voyais tout à l'heure une question, quelqu'un qui pose la question, est-ce que les programmes sont disponibles à l'ensemble du Québec? Ce qu'on a fait, donc la pandémie nous a un petit peu obligés à pivoter. Donc, on a développé une plateforme d'apprentissage numérique d'apprentissage, ce qu'on appelle un LMS, donc qui nous permet justement d'offrir la formation en synchrone et en mode asynchrone, qui fait en sorte qu'on rejoint, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, une clientèle qui est basée à Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, également à l'extérieur du Québec. On a travaillé avec une firme qui s'appelle Pure and Applied, qui est vraiment à développer une expertise dans des méthodologies, des approches d'apprentissage en ligne. Donc, si jamais il y en a pour qui ça intéresse, je vais mettre leur information ici. Donc, c'est avec eux qu'on a pu développer, on est parti de plateformes existantes qu'on a pu adapter en fonction là, de nos besoins, ce qui nous a permis justement d'élargir notre portée puis d'aller chercher un plus grand nombre de participantes. Et dans le fond, à travers ces programmes-là, tout à l'heure, on parle de développer des compétences en technologie, mais en entrepreneuriat, mais ça va au-delà de ça. Ce qu'on a pu observer, c'est vraiment que les jeunes filles, à travers ça, on les sensibilise notamment aux nouvelles technologies, aux enjeux numériques, mais aussi sur la littératie numérique. Et dans le fond, c'est les aider aussi à former un esprit critique et faire preuve de créativité. Et un des facteurs de succès qu'on pense qui fait en sorte que ce programme-là attire et fonctionne bien, c'est le fait justement qu'on travaille avec beaucoup des partenaires de l'écosystème. Donc, que ce soit avec des organismes communautaires, que ce soit avec des entreprises qui vont mettre de l'avant des employés qui vont agir comme mentors, mais aussi avec d'autres organismes partenaires. Là. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs ici. On a travaillé notamment avec le mouvement Les filles le mouvement montréalais, Le Filles et le Code. On travaille beaucoup avec le printemps numérique et il y a d'autres initiatives là, dont je vais vous parler. Donc, ce qui fait en sorte que les jeunes filles sont exposées à différents milieux qui touchent la technologie. Et je pense que c'est ça aussi que ce que ça amène, c'est de vraiment pouvoir faire le pont entre l'apprentissage plus académique, le projet très concret sur lequel ils vont pouvoir vraiment se concentrer. Donc, de vraiment avoir une expérience, donc vraiment de ce que c'est de présenter des projets devant des jurys, devant le milieu. Donc, je pense que Alison et puis Célia l'ont mentionné tout à l'heure, mais également aussi de pouvoir avoir accès par la suite à des expériences d'apprentissage en entreprise. Je vous ai parlé tout à l'heure des exemples l'exemple de Alison et Célia. Je ne sais pas si tu pourrais avancer, Martine, je pense, sur la présentation. Oui, donc juste pour montrer un autre exemple de projet qui a été réalisé par nos participantes. Oui, à la prochaine. Donc ça, c'était Alison et Célia avec leur autre coéquipière. Donc ça, c'est Spectrum, c'est le projet là, de jeux mobiles, jeux vidéo mobiles qu'elles ont fait, mais il y a d'autres initiatives qui ont été faites aussi. Donc, ça, on voit les filles qui présentent leur projet, mais un exemple que je trouvais intéressant de mentionner, c'était une des équipes avait travaillé sur une application qui visait à aider les femmes qui étaient victimes de violences conjugales à échapper à leur environnement toxique. Donc, ce qu'on voit, c'est que beaucoup les jeunes filles vont être très interpellées par ce qui se passe dans la société, dans l'actualité, et à travers les programmes et différentes initiatives, vont vouloir développer des solutions qui répondent à ces problématiques-là. Donc, Splace en est un exemple. Et un autre exemple aussi, donc évidemment avec la COVID-19, donc beaucoup de jeunes ne se retrouvaient pas dans les informations qui étaient présentées dans les médias, trouvaient que ça ne s'appliquait pas nécessairement à leur réalité. Donc, elles ont développé un prototype d'application mobile qui visait à réunir, à rassembler les informations puis les présenter de façon simple et concise pour aider les jeunes à se retrouver au niveau des ressources qui étaient disponibles. Et elles ont pu présenter leur projet dans le cadre d'une compétition internationale. Donc, ça, c'est un peu le type d'exemple de projet qui se fait. Donc, on avait quelques témoignages, mais vous avez pu entendre le témoignage d'Alison et Célia. Mais tout ça pour dire que, donc évidemment, donc,
on offre ce type de programme-là parascolaire, mais il y a beaucoup d'autres initiatives aussi qui existent à travers le Québec. Je sais que, est-ce que Martine, tu veux parler de ton magazine? On va y revenir. Donc, rapidement, donc, je vous ai mentionné le mouvement montréalais Les filles et le code, qui offre aussi beaucoup d'initiatives et des événements pour sensibiliser les jeunes filles justement aux différents métiers. Donc, des activités qui s'adressent aussi à des jeunes filles qui sont au niveau du collégial et universitaire. On a le Code des filles qui est présent à Québec et je pense que maintenant, ils sont en train de faire des initiatives à Montréal aussi. Girls Who Code, qui est une initiative qui vient des États-Unis, mais qui a aussi une présence au Canada. Il y a le programme Canada en programmation. Génilab, Grandir sans frontières aussi, qui fait beaucoup d'ateliers qui touchent à la fois la programmation, mais qui touchent aussi sensibilisation à littératie, littératie numérique. Il y a l'événement Femmes et filles de sciences. Il y a aussi Fusion Jeunesse qui a beaucoup d'initiatives, non seulement en robotique, en programmation, dans le jeu vidéo. Les scientifiques, il y en a peut-être d'autres. On a essayé de rassembler, mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans le chat aussi. Et il y a différentes ressources aussi qui sont disponibles pour ceux qui veulent en savoir davantage sur les métiers, pour ceux qui veulent poursuivre au niveau des formations, que ce soit au niveau collégial, universitaire. Donc, il y a Synthèse, donc, qui vient de lancer récemment un répertoire qui est très, très bien fait, qui touche la créativité numérique. Je pense que Alban est là avec nous. Là, je ne sais pas si je me souviens bien des chiffres, mais je pense que c'est soit entre 140 ou 146 métiers dans l'industrie du numérique. Et donc, cette ressource-là, donc la boussole, les énumère. Donc, ça aussi, ça peut être une ressource très intéressante aussi à aller consulter pour voir tous les métiers qui s'offrent dans le domaine du numérique et les formations qui sont offertes. Et également aussi le mois numérique jeunesse qui a été développé par le Printemps numérique qui offre aussi des ressources au niveau des ateliers qui sont disponibles, au niveau des programmes, mais aussi différentes initiatives qui existent à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, je recède la parole à Martine. Martine, ton micro. Excusez. C'est ça, je montre en vrai le magazine de l'École branchée qu'on avait produit au printemps 2022. Et encore, le contenu est encore très, très d'actualité. Donc, on parlait de l'univers des robots, les filles qui codent, c'est toutes les belles jeunes filles de Technovation qui nous présentaient leurs projets dans ce numéro-là. Comment intégrer le numérique en classe, plusieurs initiatives et même comment apprendre le numérique sans écran. Donc, ça peut être une ressource intéressante qui est toujours possible de vous procurer à partir du site web de l'École branchée, autant en français qu'en anglais, parce que le magazine est maintenant publié en français et en anglais. Puis, je vais aller, on a parlé de programmes d'enseignement. Il y a aussi des parcours alternatifs qui existent au Québec pour apprendre la programmation, les métiers du numérique. Donc, il y a Créativité Québec qui offre des ateliers plus au niveau de la pensée design, pensée créative. On a parlé beaucoup de créativité ce midi, je me rends compte. Donc, c'est tout autour de ça. Il y a le 42 Québec qui est un lieu d'auto-apprentissage des métiers du numérique qui est vraiment hors norme. Il y a aussi Rebond, le Wagon, le Lighthouse Lab. C'est tous des programmes de bootcamp qui proposent en 3-4 mois, parfois un peu plus, des programmes pour développer les bases des métiers, du métier de programmeur, plus particulièrement là, dans ces cas-là. Donc, il y a beaucoup d'options qui existent. Oui, ça peut être parfois difficile de s'y retrouver, mais je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que justement, si on cherche, on peut trouver vraiment les options sont là sur la table et il n'y a pas de raison là, de s'en passer. Puis, moi, j'allais avec un petit mot de la fin, en fait, puis après, on pourra continuer la discussion quelques minutes. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a vraiment aucun parcours unique. Il faut arrêter, il faut que les jeunes arrêtent d'avoir peur de se tromper de programme ou de chemin qu'ils vont prendre à l'école. On sait, c'est les inscriptions là, présentement pour l'an prochain. On peut prendre une décision aujourd'hui, mais après, on pourra toujours changer de programme ou prendre d'autres chemins. Donc, je pense qu'il faut vraiment inculquer cette idée-là aux jeunes que tout est possible, que les portes sont ouvertes, qu'ils doivent apprendre à être curieux, apprendre à apprendre, mais être curieux, s'ouvrir les horizons. Donc, je pense qu'on ne martèlera jamais assez là, que maintenant, les possibilités sont vraiment incroyables. Puis, à travers ça, on l'a mentionné un petit peu en filigrane pendant la présentation, mais
la technologie, c'est aussi une façon de résoudre des problèmes, de changer le monde, on peut dire, puis de faire progresser notre société, trouver des solutions aux problèmes qu'on vit aujourd'hui pour avancer plus loin pour la suite. Donc, je pense que c'est un peu ça le message qu'il faut passer. Puis, ben, c'est là pour rester. Là. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Là. Le numérique est là, influence notre société à tous les jours. Donc, il faut embarquer et avancer parce que ça a le potentiel de changer le monde. Et tout le monde doit trouver, on a parlé de diversité aussi, mais tout le monde doit pouvoir trouver sa place dans cet univers-là. Voilà, je ne sais pas, Stéphanie, si tu avais quelque chose à ajouter. Non, je pense que tu as bien conclu le tout. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être se mettre en plénière. On va arrêter le partage de mon écran. Il y a eu, c'était une très belle conclusion, oui, Audrey Miller qui écrit ça justement dans le chat, Martine. Effectivement, j'ai goût qu'on te laisse le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce midi. Je remercie beaucoup mes deux invités pour toutes les ressources aussi qui ont été partagées. Il y a des gens aussi dans le chat qui ont partagé des ressources très intéressantes. Donc, on va placer notre midi inspirant, bien sûr, sur la chaîne YouTube d'EdTech. Alors, si vous voulez en parler à vos amis, n'hésitez pas. Et merci à nouveau, Martine et Stéphanie, pour cette superbe présentation. J'en profite pour souhaiter à toutes et à tous, on peut inclure les hommes, une excellente journée demain des droits de la femme. Donc, bon après-midi à tout le monde et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci, au plaisir. Merci.